Alors pour commencer déjà, donc je vais vous présenter donc notre modèle de caméra, donc la SD4A. Donc faut savoir que c'est une caméra qui est quand même de par sa taille, de par son format assez petite. Donc tous les avantages que ça peut comprendre, la discrétion, la facilité d'intégration dans une structure, etc. Alors nous allons déjà commencer par parler donc de sa fonctionnalité qui donc améliore la clarté des images. Donc comme vous pouvez le voir sur ces images d'exemple, donc comparé à nos modèles précédents, celui-ci sera beaucoup plus apte à travailler de nuit ou dans des milieux avec peu d'éclairage. Donc ceci est rendu possible grâce à la technologie IR, donc infrarouge. Nous avons donc 6 capteurs sur la caméra, dont 4 qui gèrent les cibles lointaines et 2 pour des cibles beaucoup plus proches. Donc cette technologie a été implémentée pour justement pouvoir travailler avec cette caméra dans toutes les conditions, que ce soit nocturne ou bien diurne, avec un faible éclairage. Nous avons aussi également donc une technologie 3D qui va permettre en fait, si vous voulez, de capturer dans la profondeur une cible et de pouvoir zoomer dessus avec une précision et une qualité d'image optimale. Également, donc au niveau des angles verticaux, une netteté d'image qui est améliorée. Donc, comme on peut le voir ici avec les deux exemples, sur l'image du haut, vous voyez clairement que les détails sont beaucoup plus précis, alors que sur l'image du bas, l'image est un peu plus terne et moins précise. Voilà typiquement le cas d'utilisation qu'on peut réaliser avec donc cette caméra. Donc, vous voyez ici que une zone d'intrusion et une zone de franchissement de ligne ont été définies. Et donc, nous parlons de la fonctionnalité auto-tracking qui va en fait nous permettre, avec une configuration précise, de pouvoir cibler une personne qui s'est introduite dans la zone en fait, et la caméra va pouvoir suivre cette cible pendant 10, 15, 20, 30 secondes en fonction de l'utilisation souhaitée, ce qui permettra en fait de relever des événements et de pouvoir les suivre et mieux les comprendre. Alors là, nous allons parler de l'installation. Alors, vous avez plusieurs types d'installations possibles. Vous avez donc celle-ci, l'installation classique. Donc, vous allez venir juste coller une carte au plafond. Vous avez des chevilles intégrées que vous allez pouvoir donc enfoncer classiquement à l'aide d'un marteau. Sur ceci, vous allez pouvoir venir visser le support de fixation et en fin de compte, la caméra qui va venir directement se fixer au mur. Mais maintenant, je dois vous parler de la fonctionnalité encastrement dans le mur qui est, je pense, la plus pertinente. Alors, le temps de charger la page et je vous montre ça. Alexandre? Oui, Ouais, excuse-moi. Sur la partie autotrack, juste tu sais, avant, oui, quand tu actives l'autotrack, tu dois définir parce qu'elle est motorisée. Donc, quand tu déplaces en fait la vue, est-ce que la oui. zone en fait, de détection reste figée sur où est-ce qu'elle suit en fait le. La caméra va suivre la cible, en fait. La caméra va suivre la cible. Alors, en fait, il y a une configuration de temps de tracking, si vous voulez. Ça peut être prédéfini, enfin c'est prédéfini. Et bien sûr, une fois que la cible est sortie du champ de la caméra va se repositionner sur sa configuration initiale. Donc, sur le Donc elle preset, en gros, l'IVS, voilà, tu peux exact. l'activer sur un preset bien défini.
Exactement, c'est ça. Voilà. D'accord, merci. Ok, donc. Alors, je vais zoomer un peu. Voilà. Donc ici, on a les différentes fixations, les différents supports qui peuvent être utilisés pour intégrer cette caméra dans votre structure. Ce qui me semble le plus intéressant à vous montrer, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais c'est cette partie-là. Donc, comme on peut le voir, la caméra est constituée ainsi. Et donc, toute la partie supérieure, si je puis dire, va être complètement intégrée dans le plafond. Ce qui va vous permettre, en fait, de par sa taille, de dissimuler cette caméra, qu'elle soit totalement intégrée dans votre structure, euh, sans, euh, sans être en contradiction, j'ai envie de dire, avec le reste de votre aménagement. Ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que donc, cette caméra, c'est vraiment un complément dans la gamme des dômes motorisés chez Dahua. On a beaucoup de dômes aujourd'hui motorisés. Les dômes les plus stockés chez nos distributeurs, c'est plutôt le dôme avec infrarouge en extérieur, les SD5A. C'est le produit le plus vendu chez Dahua aujourd'hui en dôme motorisé. Et il lui manquait un petit dôme plutôt pour de l'intérieur, même si celui-ci peut être en extérieur, avec de l'infrarouge dissimulé avec une bulle pour qu'on voie moins les mouvements de la caméra. Donc ça manquait un peu dans la gamme, donc ça vient vraiment compléter ces gammes-là. Et c'est vrai que là, ce dôme-là, c'est un petit dôme passe-partout. Vous pouvez le mettre en intérieur, en extérieur, en plafond, en mural, en angle, et également en encastré grâce au kit d'encastrement que Alexandre vous présente là. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a une facilité d'installation. euh, avec les différents supports présentés devant vous, vous pouvez voir que ça s'adapte à de multiples scénarios. Et sur ça, il n'y a pas de souci, quoi. Alors, on va retourner sur le slide. Hop. Ok. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, pour l'extérieur, pour l'intérieur, on a un modèle différent aussi qui va être pressurisé en acier inoxydable et qui sera beaucoup plus résistant pour une utilisation externe. Alors notre caméra donc comprend la technologie SMD 3.0, donc l'auto-tracking comme on a pu en parler, la détection faciale également, et donc on peut aussi la configurer en mode protection périmétrique. Alors on va parler de scénarios d'application qui peuvent être pertinents. Donc tout d'abord pour commencer, il faut bien préciser que l'utilisation optimale de cette caméra sera rendue possible avec une hauteur de plancher inférieure à 6 mètres. Donc ça peut être utilisé typiquement dans un hall de gare ou bien dans un salon d'exposition, par exemple. Il faut savoir que le système va être rendu optimal avec un intervalle de positionnement de 50 à 100 mètres pour être sûr de couvrir un maximum de champ. Vous pouvez aussi l'utiliser typiquement dans un casino. Vous pouvez donc rendre pertinente la fonctionnalité d'auto-tracking. Vous avez également, de par le zoom x25, une capacité à typiquement surveiller les cartes d'un joueur ou bien dans l'agriculture, par exemple, aller cibler un numéro d'identification précisément et suivre la cible qui est associée. Ce qui offre quand même une facilité d'exploitation assez agréable. Alors là, on va parler de notre caméra par rapport à ce qui peut se faire dans le secteur. Alors, notre caméra, déjà, au niveau de la technologie infrarouge, nous, on peut aller jusqu'à 100 mètres. On peut détecter des cibles jusqu'à 100 mètres dans un contexte
de, de soirée ou de faible luminosité. La plupart des concurrents ne vont pas au-delà de 50 mètres. Au niveau de la clarté de l'image, on est sur un modèle assez compétitif comparé à nos concurrents. La détection du mouvement également, on utilise la technologie SMD 3.0, donc implémentée avec de l'IA, contrairement à la concurrence qui a une simple technologie de motion detection. La détection faciale aussi peut comprendre et peut intégrer 8 visages en simultané, alors que la concurrence sont sur un taux un peu plus faible. Et les températures de fonctionnement sont assez larges. La plage est tout à fait correcte, de moins 40 à plus 65 degrés. Normalement, ça couvre l'ensemble des utilisations. Alors, je vais vous parler des quelques points intéressants de cette caméra. Donc, pour commencer, nous avons le capteur CMOS Tervis. Donc, c'est une technologie qui a été développée par Sony, qui rend une haute qualité d'image et une sensibilité dans des conditions de faible éclairage. Donc, le 1 sur 2,8, ça va être la taille du capteur. Et donc, nous sommes sur une caméra qui a une résolution de 4 mégapixels. On a un zoom optique qui peut aller jusqu'à x25, ce qui permet d'agrandir l'image sans perte de qualité. C'est idéal pour la surveillance où les détails à distance sont importants, comme l'identification des visages ou des plaques d'immatriculation, par exemple. La technologie Starlight, donc cette technologie est utilisée pour améliorer la performance de la caméra dans des conditions de faible luminosité, encore une fois, permettant à la caméra de capturer des images colorées et détaillées dans des scénarios de lumière presque inexistantes. Alors là, on a le taux d'images par seconde, donc de 25 à 30. Bien sûr, si on dépasse les 25, on peut perdre en qualité, mais 25, c'est optimal dans l'utilisation qui a été prévue pour. Donc la distance infrarouge, on en a déjà parlé, on peut aller jusqu'à 100 mètres. La technologie auto-tracking, on en a également parlé. Et la protection périmétrique, donc ça offre une fonction qui permet de définir des lignes ou des zones de détection pour des alertes automatisées en cas d'intrusion ou de franchissement de ligne, comme on a pu voir précédemment. Donc on a aussi une détection faciale qui permet de reconnaître des visages humains, qui peut être utilisée dans des systèmes de sécurité avancés, de contrôle d'accès ou de recherche de personnes spécifiques. Enfin, la technologie SMD 3.0, c'est une technologie avancée de détection de mouvement qui utilise l'IA pour différencier le mouvement des humains ou des véhicules, par exemple, réduisant les fausses alertes et améliorant la précision des notifications de sécurité. Enfin, la caméra, le modèle de base est en IP66, donc ça protège la caméra contre la poussière et les jets d'eau puissants. Ce qui signifie qu'elle est quelque part bien adaptée déjà à une utilisation extérieure. Voilà, donc j'ai fait le tour au niveau de la présentation. Excuse-moi, Alexandre. Oui, Quel je vous écoute. environnement marin on peut l'utiliser? Alors, dans un environnement marin, justement, on a un modèle qui va être pressurisé et inoxydable. Donc, je pense que effectivement, ça peut être le cas. Donc, ça, attention, ouais, je corrige un tout petit peu. Donc, ce produit-là n'est pas un produit dans un environnement marin, c'est-à-dire qu'il n'est pas en inox et il n'a pas une certification des Macatrix. Donc, dans un pur environnement marin très salin, il va risquer la corrosion, hein, comme beaucoup de produits dans cet environnement-là. Mais en effet, on dispose de produits en inox pour mettre en environnement marin. Et on a également des dômes motorisés Nemacatrix pour mettre en environnement marin. Mais on n'est pas sur cette taille aussi compacte, hein. Là, on est sur un dôme motorisé 4 pouces. Donc, on est sur un produit très compact. Euh, donc, pas dans un environnement marin pur. Ok. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on passe peut-être à une démonstration de configuration. Moi, j'ai encore une question, tu sais, sur le SD4A. On en a déjà mis en service. Euh, Est-ce que depuis, tu sais, depuis le NVR, lorsqu'on gère les patrouilles, Oui. parce qu'il y a certains paramètres qui ne sont pas accessibles depuis le NVR. Oui, oui, dans le paramétrage des dômes, hein, comme souvent dans les caméras IP. Alors même si chez Dahua, on essaye d'avoir beaucoup de fonctionnalités accessibles directement à partir du NVR, et par exemple, vous avez possibilité de créer vos règles d'IVS et de détection d'intrusion directement à partir de l'enregistreur. Il y a effectivement certaines fonctionnalités qui sont accessibles uniquement à partir de la page web. Oui.
comme sur la majorité des produits avec de nombreuses fonctions. Mais est-ce qu'il est prévu, par exemple, j'ai vu sur une version enfin, autre d'une autre marque, Oui. qu'on pouvait accéder au web server de la caméra depuis le NVR. Est-ce Non, que ça, aujourd'hui, nos NVR ne supportent pas la gestion des pages web des caméras. d'accord. On le fait à partir, par exemple, d'un Oui, DSS comme Pro, Tool. parce qu'on est sur Après, une nous, on le base fait avec Windows, Tool, mais- et du coup, on est capable de le faire, nous, d'aller chercher la page web directement du périphérique dans une base Windows. Mais nos NVR aujourd'hui ne supportent pas l'accès à la page web directement de la caméra. D'accord. C'est sur quel modèle que vous avez vu l'accès direct sur la page web? Si c'est Ashika. pas discret. Ashika le fait, d'accord? Sur Ashika, il y a une version bêta qui était en cours. J'ai vu ça sur un D'accord. NVR la dernière fois, parce que nous, on fait Ashika et Daiwa. Bon, plus de Daiwa Mhm. qu'Ashika, mais sur un site, on avait du Ashika et le NVR proposait, bah, c'était une version bêta sur le NVR où on pouvait Mhm. attaquer directement La page web de la caméra. la page web de la caméra. Parce que D'accord, lorsqu'on intéressant. lance, par exemple, une patrouille, pour que le client il puisse, lorsque le client prend la main, ça relançait pas la patrouille. Donc, il fallait aller sur la page web du NVR pour pouvoir le paramétrer et lui Oui, relancer pour la patrouille. paramétrer la position par défaut, ouais. Et le retour à la position par défaut au bout d'un temps donné. Ouais, ok. D'accord. Bon, bah, c'est intéressant, c'est peut-être des choses qui arriveront plus tard, mais aujourd'hui, non. Sur les NVR, on n'a pas la possibilité d'afficher les pages web des caméras. Non, non, après, sinon, c'est un excellent produit. Aujourd'hui, ça reste un produit Ouais, très compétitif. compact. Enfin, c'est vrai que ça manquait dans la gamme et ça vient vraiment. Ça répond même pour moi les surfaces de vente, hein. Aujourd'hui, pendant longtemps dans les surfaces de vente, on était dans une course à la compétition de celui qui avait le plus gros zoom, celui qui avait la plus grosse caméra. On commence à voir apparaître dans les supermarchés des caméras qui sont liées pour l'extérieur avec des gros infrarouges. Ça n'a vraiment pas d'intérêt. Aujourd'hui, pas tellement sur l'hyper, mais sur du retail standard, c'est un produit qui s'intègre très très bien. Mais moi, je le trouve hyper compétitif, compact. Pour tout Mm. ce qui est résidentiel, nous, dans le résidentiel, on préconise énormément ce produit parce que bah, voilà, ça fait moins Ça bunker, fait moins quoi. massif, c'est plus Ouais, moins discret. massif, Et c'est plus vrai que le fait de passable. pouvoir l'encastrer Ouais, maintenant, dans certains cache-moineaux et compagnie, ça peut passer. ouais, exactement. Voilà. Non, sinon. Pour ceux qui ne l'ont pas encore utilisé, est-ce que vous avez des questions comme ça déjà générales sur le produit? Donc, comme on l'a dit, hein, l'avantage de ce produit-là, c'est que je vais retendance à dire, hein, il est un peu comme moi, c'est un vieux dôme à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il est équipé d'une bulle. Donc, toute la partie optique est protégée par la bulle. Quand on a des dômes avec des bulles, avoir de l'infrarouge dedans, c'est toujours compliqué. Donc là, il y a bien de l'infrarouge. C'est un dôme motorisé avec bulle anti-vandale et infrarouge. On a bien séparé les infrarouges de la partie optique. Donc, il n'y a pas de réflexion de l'infrarouge dans la bulle. Conception métallique, boîtier métallique, intérieur-extérieur, PoE directement, donc pas besoin d'avoir une alimentation 12 ou 24 volts à côté. Donc c'est vraiment un petit produit passe-partout quand on veut avoir un dôme motorisé performant sans aller chercher des produits trop encombrants. Donc là, Alexandre, je redonne la main à Alexandre, il va vous présenter un peu la page web. On est sur les nouvelles interfaces, hein. Donc, vous êtes nombreux à la connaître maintenant, celle-ci. Et il va vous présenter un peu les fonctionnalités et les fonctions IA intégrées. Ok, alors voici la page web. Donc là, on est dans le menu principal. Donc vous avez l'aperçu ici que ça vous permet de visionner le flux vidéo en direct. Vous avez ici les fonctionnalités IA qu'on va pouvoir aller configurer. Ici, ça va être les paramètres de la caméra, typiquement le taux de contraste, le, ce qui va être zoom, etc., l'exposition, balance des blancs, enfin tout ce qui permet de configurer l'image optimale qu'on souhaite. Donc ici, le réglage PTZ, ça va être tout ce qui est motorisation de la caméra, donc les événements qu'on va pouvoir venir configurer juste ici. Tout ce qui va être en relation avec le système directement, les utilisateurs, le compte administrateur, nos enregistrements qu'on va pouvoir aller visionner juste ici, configurer et rechercher, afficher les images, ce sera ici, et donc tout ce qui est lié à la sécurité, au réglage de l'appareil se trouvera ici. Alors, on va faire un petit tour. Voilà, donc l'aperçu ici, rien d'exceptionnel. Voilà, donc on ira plutôt dans l'IA. Voilà,
Ah, c'est ce qui nous intéresse. Donc, comme vous pouvez le voir, donc on peut soit la paramétrer en détection de visage, ou soit activer l'IVS. Ici, j'avais programmé donc un pré-réglage, une préposition, comme vous pouvez le connaître. Et donc ici, c'est pareil, on peut paramétrer donc des plans de tour. Donc avec les horaires qui nous conviennent. On peut en fait paramétrer un scénario qui correspondra tout à fait à la fonctionnalité qui nous intéresse. Alors là, au niveau de la configuration caméra, donc tous ces réglages qu'on peut modifier, adapter à l'environnement en question. On peut effectivement inverser la caméra, la vigie de la caméra, mais bon, en général, elle sera souvent fixée au plafond. Mais si c'est pas le cas, on peut toujours l'adapter. Voilà. Alors là, ça va être tout ce qui est compression, flux secondaire. Vous avez un flux principal, un flux secondaire, le taux d'images par seconde. Donc, on peut aussi régler le bitrate ici, ce qui va nous permettre de l'adapter peut-être à notre bande passante pour avoir une qualité d'image le plus optimale possible. On peut également aussi gérer l'audio, c'est-à-dire que la caméra a une fonction de détection d'audio. Euh, cas de, En cas comment dire, de bruit anormal ou quoi, ça peut détecter, ça peut générer une alarme, si vous voulez. On va repasser peut-être, on peut aller faire un tour sur les réglages de la PTZ. Alors, on a plusieurs fonctionnalités. Donc ici, on peut configurer donc comment dire le chemin que va faire la caméra, par exemple, si on veut que ce soit redondant, c'est-à-dire qu'elle fasse un mouvement répétitif, si vous voulez. On peut également donc paramétrer si ce mouvement, elle doit le faire tous les 3 minutes ou une fois par heure ou bien une fois par jour. C'est vraiment large de possibilités. La fonction balayer, donc ça va être plutôt simple, c'est-à-dire qu'elle va juste effectuer un balayage de gauche à droite assez régulièrement. C'est pareil, ça se paramètre. Donc là, on peut carrément dessiner le motif pour avoir exactement le chemin qu'on veut. Donc là, c'est la fonction panoramique. Donc la caméra, on peut juste régler la vitesse. Voilà, à quelle vitesse la caméra va pouvoir faire un 360 degrés dans son champ de vision. Donc la vitesse de déplacement de la caméra. Là, c'est l'allumage. Donc ça, c'est pas mal parce qu'en fait, on peut programmer une position de caméra qui va s'établir à l'allumage, à l'alimentation de la caméra. Dès que la caméra sera alimentée, automatiquement, elle va se positionner ou elle va, comment dire, acquérir la méthode qui a été définie auparavant. Alors, les limites de rotation, donc ça aussi, on peut les définir. Là, c'est pour définir des tâches programmées. Et puis, c'est tout pour le PTZ. On va aller faire un tour dans les événements. Donc là, c'est pour lier des alarmes à des événements. Donc on peut bien sûr enregistrer, on peut bien sûr faire des snapshots, etc. Bon, alors ça va être tout ce qui va être configuration interne, anomalie, donc si jamais il y a un problème de réseau, si jamais la carte SD est absente, ou bien qu'il y ait un problème de lecture de celle-ci. Donc là, vous voyez les détections de mouvement qu'on va venir programmer ici. Donc c'est pareil, il y a toujours une fonctionnalité d'enregistrement qui va pouvoir nous permettre de venir visualiser qu'est-ce qui s'est passé à ce moment précis. Donc la détection audio qu'on a parlé tout à l'heure, donc on peut l'activer ou pas en fonction de l'utilisation. Donc c'est pareil, hein, toujours des enregistrements
et des snapshots qui peuvent être configurés. Donc le SMD qu'on a parlé tout à l'heure, donc on peut l'activer soit pour des humains, soit pour des véhicules, ou les deux, en réglant la sensibilité qui nous convient le mieux. Donc là, ça va être le désarmement. C'est pareil, si jamais vous avez un temps dans la journée où c'est pas pertinent que la caméra relève des événements, vous pouvez le programmer ici. Est-ce que, est-ce que le Oui, désarmement, on peut le faire depuis une entrée d'alarme? depuis une entrée d'alarme, je suis pas sûr. Je vais Je vais demander à vérifier. vous. C'est pas un dôme choc, donc il n'y a pas forcément. Hop, événement, désarmement. Donc ici, c'est bon. Alarme. Ajouter un programme sans sortie. Temps plein. Alarme. Alarme. Dans le programme, ajouter un programme anti-tremblement. Action liée à l'événement. Envoyer mail. Non, on peut pas désarmer la caméra directement à partir d'une entrée d'alarme du dôme. Par contre, vu que vous avez le menu de désarmement dans le dôme, vous pourrez le faire à partir de l'entrée d'alarme du Stalker série 5, qui lui a cette fonctionnalité-là. Donc, si vous le branchez le dôme sur un Stalker série 5i, vous pourrez utiliser une entrée d'alarme du Stalker pour passer en mode désarmé. D'accord, merci. Donc voilà pour cette partie-là. Donc au niveau du système, donc on peut configurer donc effectivement donc un administrateur qui va venir un peu gérer tout ça, mais on peut également aussi définir des utilisateurs qui auront moins de droits ou des droits bien calibrés pour pouvoir utiliser pour gérer la caméra. On a toujours une petite interface de mise à jour aussi qui est disponible afin de toujours être sur la dernière mise à jour en cours. Donc voilà. Au niveau des enregistrements, donc c'est ici qu'ils vont être enregistrés. Vous pourrez venir naviguer dessus au besoin. La carte SD maximale qu'on peut mettre dessus, c'est quoi? 128 pour l'instant. 128 Go. Ok. Donc le plan d'action qui peut être défini ici. Donc avec les événements, avec l'enregistrement général, les événements ou bien les alarmes, en fonction de ce qui nous intéresse. Le stockage, donc définir le stockage. Est-ce qu'on écrase ou est-ce qu'on arrête quand le disque plein? Est-ce qu'on stocke en local ou sur le réseau? C'est également possible. C'est ici qu'on va pouvoir venir chercher les images qui nous intéressent. Donc c'est le même fonctionnement que les enregistrements. On définit un peu voilà, les caractéristiques de ce qui nous intéresse et de quelle façon on l'enregistre. Finir le petit widget de sécurité. Voilà, comme vous pouvez le voir, plusieurs fonctionnalités. Les zones de masquage. Ouais, je délire. Hop. Vous m'entendez? Oui, vous avez une question? Oui, lorsqu'on crée des zones de masquage, est-ce que les zones de masquage suivent les différentes positions? Est-ce qu'elles Oui, bien s'adaptent entendu. à Dans la les zones vue? motorisées, il y a toujours des zones de masquage dynamiques. Tu vas pouvoir le voir dans le menu PTZ normalement. PTZ, tu vas voir motif, plan, vitesse, bon tout en haut, là. Je sais plus où il est. Préposition, groupe, motif, panne, vitesse, absence de l'image. Alors, va dans caméra, Oui. image. Et là, on doit voir, par exemple, les plans, prise de point, où est-ce qu'ils ont mis le masquage sur celui-ci, je me souviens. Je me souviens plus. C'est ça, l'activité. Temps libre, masque de river. Donc ici, ajouter, bloc de couleur, tac, tac.
On peut le dimensionner. Hop. Et là, normalement, si je fais appli déplacer, vous voyez que le masquage, donc là, je fais pas en vitesse rapide. Il reste bien sur la zone à masquer. Il grossit légèrement pour masquer la zone au moment où on demande de déplacement, mais c'est du masquage dynamique. Par Ok, contre, merci. contrairement à des dômes comme les SD6 ou SD8, c'est pas du masquage polygonal, ça reste du rectangle. Avez-vous d'autres questions sur d'autres fonctionnalités peut-être? Concernant la sensibilité, quand on fait les zones de détection, on peut en parler un Oui, peu plus sur quand on parle de pourcentage. Alors, est-ce que c'est plus on monte, plus c'est sensible ou l'inverse? exactement. Alors, je vais revenir sur les menus en question. C'était pas là. Oui. Tu vas donc configurer. Donc là, tu actives une détection de l'univers, certains univers que tu utilises après le suivant. Non, laisse. Ah, on va le dessus. On va rien. Oui. Yes, ici. Donc, quand on va ici se planter, genre, on va faire un IVS. Dans l'IVS ici, suivant, on va régler l'IVS, on va ajouter une zone, franchir l'intrusion. Hop, bonjour, tac, tac. Donc ici, vous allez pouvoir choisir le filtre apparaît dans la zone ou traverse la zone, ou les deux, ça vous pouvez choisir. Entre dans la zone, sort de la zone ou dans les deux sens. Est-ce qu'on crée l'alerte sur un humain ou sur un véhicule, hein? C'est un dôme qui est dans la gamme WithSense, donc il y a la classification. Et en effet, après, dans configuration globale ici, vous allez avoir la sensibilité. Et du coup, là, vous allez avoir la sensibilité. Plus vous montez haut, plus vous êtes sensible. Attention, si vous faites la détection périmétrique, montez rarement au-delà de 60, de 6, 7. Après, vous allez avoir des intempestifs sur des formes où on va dire c'est peut-être un humain, donc on va créer une alarme. Donc, selon le niveau de sécurité que vous voulez, si vous voulez pas avoir trop de fausses alarmes, montez pas trop en sensibilité. Si par contre le risque d'intrusion est important et que vous voulez avoir une alarme et faire une levée de doute, quoi qu'il se passe, vous en montez un petit peu plus. Avez-vous d'autres questions peut-être sur d'autres fonctionnalités? Une question un peu en Oui. transverse. Est-ce que par rapport au NVR série 5, si je prends un série 5 en NVR et que est-ce que combien de SD4A je peux mettre dessus en PoE? Il peut m'en gérer combien? Deux, trois? Sur les 16 voies, vous avez déjà les deux premiers ports qui sont en PoE+, donc en 30 watts, donc vous pourrez déjà en mettre deux facilement. Et après, de toute façon, pour équilibrer la charge PoE, si vous devez avoir vraiment beaucoup de dômes PTZ, je recommande de passer par un switch indépendant avec les nouveaux switches avec des ports 90 watts et 30 watts par port. Donc sur le série 5, c'est les deux premiers ports qui sont en PoE+. Ouais. Vous avez les 8, selon les stockers, vous avez vu à l'arrière du stocker, vous avez des ports qui sont en vert. Là, c'est des Oui. ports IPE, donc qui sont compatibles avec les produits IPE pour la longue distance. Par contre, pour la puissance PoE, pour moi, ça doit être les deux premiers et après, ils sont en 15 watts. D'accord. Mais il n'y a rien à activer, c'est-à-dire que ça y est déjà Ouais, d'usine. c'est par défaut. C'est par Ok. défaut, tout à fait. Ok, parfait. Vous voulez peut-être qu'on fasse une démonstration de franchissement de ligne? Si on peut essayer de...
Alors, ici, on vient supprimer. On ajoute une règle, franchissement de ligne. C'est quoi la différence franchissement de ligne virtuelle et franchissement de ligne? Ah, c'est Je franchissement. peux pas voir parce que j'ai pas, justement, j'ai vu qu'il y avait deux possibilités, mais j'ai pas étudié ça. Ouais, t'as ajouté, donc, franchissement de ligne virtuelle, franchissement de ligne intrusion. Faut que je vérifie comme ça, je sais pas. Normalement, la franchissement de ligne et intrusion, donc je sais pas ce qu'ils appellent franchissement. Essaye d'en créer une, on va regarder si on voit la différence. On va y créer une ligne. On peut taper une zone, mais donc là, OK. Et OK, et remonte, créer, ajouter, et fait franchissement de ligne. Donc, on voit une différence. OK. Donc là, sur la ligne, en fait, c'est que 2 points. Et ligne virtuelle, ça peut être une ligne, mais qui a une forme libre, on va dire. D'accord. Ça reste tous les deux du franchissement de ligne. C'est le même principe, mais peut-être que la ligne virtuelle est un peu plus personnalisable, je dirais. Ouais. Ok, merci. Donc là, on peut régler la direction, le suivi automatique, donc le auto-tracking va être ici. Donc, combien de temps on peut aller de 15 à 300 secondes? Est-ce que c'est un humain ou un véhicule? On peut associer un événement à ça. L'enregistrement et une alarme. OK. Je suis pas sûr d'avoir assez de recul là. On va essayer. Bon, alors, comme vous pouvez le voir, il faut aussi que la caméra soit dans des conditions optimales. Là, les posées sur un bureau, c'est un peu Donc compliqué. voilà, c'est pas le meilleur endroit pour effectuer des tests. Est-ce que sur le franchissement de ligne, il faut aussi régler la zone max et la zone mini? Oui, toujours. Toujours, hein, c'est ce qui va vous permettre de limiter des intempestifs. La caméra, si on lui met pas de limite de taille, de mini et maxi, elle va s'amuser à analyser tous les mouvements dans l'image qui seront plus petits que la zone mini et plus grands que la zone maxi. Donc, elle va analyser les choses pour rien. Si ce qu'on cherche à détecter, c'est un individu, on va mettre une taille mini environ 30% plus petite que la taille de l'individu dans l'image et une taille maxi 30% plus grande. Si on a une grosse profondeur de champ, on filme un terrain qui fait 100 mètres de long, on va pas créer qu'une seule zone. Parce que sinon, au premier plan, on va détecter un chat. Et un chat de face, bah, ça a une tête, ça a des bras, des jambes. Donc, ça peut être pris pour un humain. Donc, la taille de la cible, quand on fait de l'intelligence artificielle et de l'analyse, elle est primordiale. Le filtre humain-véhicule vient après la taille de la cible. Donc, je fais déjà un premier filtrage par la taille de la cible avant de faire un filtrage par l'AI. Ça me limite les intempestifs. Et c'est vrai pour toutes les caméras, que ce soit les TUOC, les dômes motorisés. À partir du moment où on a de l'AI, si on veut limiter et avoir le résultat le plus cohérent sur l'analyse vidéo, il faut régler la taille mini et la taille maxi en fonction de la profondeur de champ. Il ne faut pas hésiter à faire 2 ou 3 zones différentes dans l'image quand on a une grosse profondeur de champ dans l'image.
Ok, et donc tout ce qui sera au-dessus de la taille maxi sera exclu et tout ce qui est en Ce sera dessous pas de la taille analysé, mini sera exclu. c'est ça. Mm. Ok. Donc en mini, en gros, il faut faut prendre la taille, enfin, voilà, moyenne d'une personne et se mettre en dessous. Et pour le C'est maxi, ça. on se fixe par rapport à la taille d'un véhicule. Par exemple, si dans votre image, vous voulez analyser à la fois l'humain et le véhicule, vous allez mettre une taille mini qui sera 30% plus petite qu'un individu et une taille maxi qui sera environ 30% plus grande qu'un véhicule. D'accord. Voilà, faut toujours définir la cible minimum Et qui justement, nous sur intéresse. d'autres PTZ d'AUA, quand on fait ces réglages, on fait effectivement les zones, on définit les mini, les maxi, et ensuite on peut choisir les seuils et la sensibilité aussi. Donc, est-ce que Oui. les seuils, c'est par exemple dans la zone maxi, est-ce que c'est X% de la zone qui est franchie ou le seuil, ça correspond à quoi Non, exactement? généralement, quand vous êtes en IVS, vous avez surtout la sensibilité de l'analyse. Le seuil, c'est plutôt dans la détection de mouvement, dans le SMD. Dans le SMD, on a la taille de la cible qui rentre en compte et le nombre de pixels qui va bouger dans l'image. Donc, on fait d'abord une détection de mouvement. Hein. Le SMD, c'est Smart Motion Detection. Donc, on utilise la détection de mouvement qui est historique dans les caméras d'AWA. Où on analyse des pixels, des groupes de pixels, et on dit qu'un groupe de pixels se déplace. Donc, c'est potentiellement un objet. Et après, on va créer un seuil. Dire que si c'est 10 pixels et que nous, on met un seuil au-dessus, bah, on ne crée pas d'alarme. Et après, on va classifier l'objet par rapport à l'AI. Donc, quand il y a un seuil, c'est plutôt de la détection de mouvement. Sur l'IA intégrée comme ça en franchissement de ligne, on est plutôt sur la configuration de sensibilité. Ok, donc le seuil, c'est en nombre de pixels, c'est ça? J'ai pas Donc le seuil, c'est en nombre de pixels. le seuil, quand on est en détection de mouvement avec le SMD, oui, c'est un certain nombre de pixels, tout à fait. D'accord. C'est pas un Et pourcentage de la. sur l'interface de programmation, hein, alors je sais pas si Ouais. je l'ai là, c'est assez bien fait parce qu'à chaque coup, donc vous définissez, vous activez votre règle, définissez la zone, et ici, vous avez un bar graphe. Tiens, passe ta main devant l'objectif. Donc là, quand il y a du mouvement, je vois que mon seuil est bas et que le mouvement de la main d'Alexandre me crée de l'alarme. Donc je vais pouvoir augmenter mon seuil et baisser un peu ma sensibilité. Hop. Et là, hop, je vais fermer, je n'aurais pas dû. Vas-y, repasse ta main doucement. Là, vous allez voir que le nombre de pixels qu'il se déplace ne me crée pas d'alarme. Par contre, s'il rapproche sa main et que là, sa main prend plus de place dans l'image, là, il va dépasser et va créer l'alarme. Donc, c'est vrai qu'on a toujours, ça fait quelques années qu'on vous met ce bar graphe-là qui vous permet de régler assez facilement la sensibilité de détection et de ne pas créer des alarmes pour rien avec de la détection de mouvement. Chose intéressante chez Dahua aussi, c'est que quand vous faites de la détection de mouvement, vous pouvez avoir 4 réglages différents dans une même zone. Souvent, chez nos concurrents, c'est du on-off. Soit j'analyse pas. Je peux avoir plusieurs zones, mais j'analyse toutes les zones de la même manière. Moi, je pourrais très bien dire que dans cette image-là, hop, je vais effacer tout. Donc, dans cette image-là, je pourrais avoir cette zone-là, qui serait le bas de mon écran, sur lequel je baisse un peu la sensibilité parce que le bas de mon écran, c'est ce qu'il y a de plus proche, donc j'aurai des objets de grosse taille et j'augmente mon seuil. Par contre, sur le haut de mon écran, ça va être plus loin et je vais pouvoir régler une sensibilité différente et un seuil différent pour le fond de l'écran. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec toutes les marques. Ok, merci. De rien. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que vous avez d'autres sujets à L'anti-tremblement, aborder? sur cette page-là, justement, Oui. l'anti-tremblement, ça correspond à quoi exactement? Alors, attendez. Ici, c'est de la stabilisation d'image. Attendez, vous l'avez vu où là? À droite, voilà. Attendez, non, non. Non, là, c'est en termes de secondes. Non, excusez-moi. C'est la traduction de l'anglais. C'est le délai entre deux alarmes minimum. C'est-à-dire que quand j'ai fait une alarme, au bout de combien de temps je m'autorise à en régénérer une autre s'il y a encore du mouvement? On peut descendre un petit peu sur le slide, s'il vous plaît? Donc, post-enregistrement, c'est la Si vous durée avez les d'enregistrement éléments. après détection. Alors ça, on est d'accord que c'est des paramètres d'enregistrement à partir du moment où j'ai une carte SD dans la caméra. Souvent, la caméra va être associée à un NVR
et ces paramètres de durée d'enregistrement d'événements se feront plus dans le NVR et sur le disque dur que sur la carte SD. Mais moi j'utilise souvent les caméras pour faire des démos, je n'ai pas toujours un NVR avec moi, bah, j'ai toujours une carte SD dans mon sac, et ça me permet de faire une relecture et de montrer au client comment marche la relecture. Mais ça, c'est de l'enregistrement local. Le post-enregistrement, c'est la durée d'enregistrement après détection. C'est ça. Donc là, en l'occurrence, on était à 10 secondes. J'enregistre 10 secondes sur la carte SD. Okay. Et je colle mon relais de sortie. J'ai un relais sur la caméra. Je peux le coller pendant 10 secondes, par exemple. Et à quel endroit est-ce qu'on lui dit, par exemple, sur le PTZ, après la détection, après le tracking, tu reviens en position 3 parce que c'était la position 3 de prédéfinie, de prédilection? Ça va être dans le menu PTZ ici. Dans le menu PTZ, je vais définir mes prépositions, mes groupes, et ainsi de suite. Je vais avoir un plan. Donc, je vais pouvoir. Alors, attendez, c'est pas ça, absence de signal. Ici, je dis, j'active la fonction. Je dis qu'au bout d'une minute, il doit retourner sur la prépo 1. Je pourrais très bien dire, au bout d'une minute, il retourne sur le suivi de plusieurs prépos. Et du coup, je choisis. Donc là, on choisit le mode. On peut choisir la même chose, c'est au démarrage. Au démarrage, on a une panne de courant, on a quoi que ce soit. Le dôme, il est censé protéger mon portail. Bah, je suis capable de dire, quand tu redémarres, tu te remets automatiquement sur cette preset-là. Et sinon, je peux avoir des tâches programmées. Je prends un exemple. Dans une école, la nuit, je vais plutôt surveiller le portillon d'accès. Et la journée, je vais plutôt surveiller le préau et la cour d'école. Bah là, je vais pouvoir être capable de faire une tâche programmée et dire de telle heure à telle heure, je suis sur tel preset qui surveille le portail. Et de telle heure à telle heure, je suis sur la cour de l'école. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Alors moi j'ai une question autre caméra. Dans l'appli Toolbox de chez Dahua, il y avait avant le Design Tool qui me permettait de faire mon implantation de caméra et que je pouvais montrer aux clients. Ça fait plus pro et voilà. Aujourd'hui, Design Tool n'est plus dans la Toolbox, mais en ligne. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, le Toolbox, c'est un outil qui était bien pensé. D'avoir une bonne idée à l'époque quand on l'a fait. Mais on n'avait pas pensé à tout. Le Toolbox, c'était donc un petit applicatif que vous mettiez sur votre PC qui vous permettait de télécharger tous les outils d'AWA et surtout de vous garantir de les maintenir à jour. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'on sortait une mise à jour, le logiciel a été mis à jour, mettez-le à jour. L'inconvénient, c'est que ça reposait sur des accès à nos serveurs et que sur tous nos clients qui ont des réseaux administrés, pouvoir interroger notre serveur, avoir le retour d'information, ça marchait pas. Donc les gens nous disaient, ah ouais, mais moi j'ai besoin de télécharger directement les outils. Donc on les a remis sur notre site. Donc en effet, si aujourd'hui on va sur dahua-security.com, les outils à jour, on va directement les télécharger. Je vais taper quoi? Donc, quand vous allez sur le site international, c'est le plus simple pour tout ce qui est logiciel. Ici, vous en êtes dans support, outils, et vous allez retrouver les différents outils qu'on vous propose, que ce soit le Config Tool, le Smart Player, le Smart PSS Lite, tous nos outils. Et vous allez avoir également accès aux outils de conception. Donc, le Smart PSS, le Dahua Design Tool en ligne. Donc, les outils de sélection, c'est là. Hein. Sélection product, non, Design Project. Donc, vous y allez. Mais il est uniquement vous inscrivez simplement avec alors, il existe encore ici, vous voyez, en version client. On l'a laissé accessible, mais il est moins mis à jour. Donc, les dernières caméras ne seront pas rajoutées, par exemple. Celui qui est d'actualité, c'est en effet celui-ci. Et là, si je vous montre rapidement, il évolue en permanence. Hein. On a rajouté un tas d'outils dedans. Il est plutôt pertinent maintenant. Il est nettement moins ergonomique que celui qu'on pouvait télécharger avant. Parce qu'avant, on pouvait avoir la vue. On pouvait avoir la vue de la caméra lorsqu'elle est installée sur son support. Par exemple, on peut régler la hauteur, la vue. On avait les différents
les différentes zones de détection, hein, oh, j'arrive plus à trouver le nom. Pour la détection, les lignes, les distances d'identification, reconnaissance et tout ça. Alors ça, vous l'avez toujours. On va mettre, est-ce que Dawa, il trouve... Hein. Donc là, vous voyez déjà, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est qu'on peut directement aller chercher un plan Google Maps. Vous tapez votre adresse, vous positionnez. OK. Allez, faut que je donne un nom. Dawa. Qu'est-ce que j'ai oublié d'entrer là? Tac, 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 ça c'est bon, ça c'est bon. C'est bon, hop. Allez, affiche-toi. Bien entendu, il va m'embêter. Qu'est-ce que j'ai oublié? Plus contrôle, ouais. Allez. Donc là, il me sort la carte. Hop. C'est parce que j'ai cliqué trop de fois. Je vais pouvoir choisir si où est-ce que je me positionne. Start Design. Ici, je vais par exemple dire que ça, c'est mon bâtiment. J'ai besoin de rajouter une caméra. Je vais mettre une caméra, je vais mettre une coque. Hop, 35, 38, 49. On va chercher. Donc là, je prends ma caméra, je vais prendre celle-ci. Hop, je vais faire ajouter. Et je vais la positionner sur mon plan. On imagine que je vais faire la détection d'individus sur cette zone-là. Donc là, je suis sur une coque, je suis en focale fixe, je n'ai pas pris le varifocal. Donc, il me donne tout de suite mon angle. Si je veux savoir à quelle distance je suis capable de détecter un individu avec cette caméra-là, je ne vais pas mettre en General Monitoring, je vais mettre en IVS protection et je vais cliquer sur la zone IVS humain. Et là, on voit que pour cette coque-là, pour détecter un individu, je vais être dans la partie bleue ici. Et l'orientation de la caméra, l'angle de la caméra, en fait, on le fait directement en, faut que j'arrive avec ce PC-là, en orientation. C'est-à-dire que là, on va voir qu'elle va optimiser son angle mort au plus court par rapport à son angle. Donc, on trouve à peu près la même chose, ça change un peu les habitudes. Et c'est toujours compliqué de changer ses habitudes. C'est vrai que sur le logiciel, ça se faisait un peu différemment. On réglait directement l'inclinaison de la caméra. Là, l'inclinaison, on la règle directement avec la hauteur de la cible qui est ici. Je dis qu'à cette hauteur-là, je cherche à avoir quelque chose de 2 mètres. Si je dis qu'à cette hauteur-là, je veux surveiller quelque chose qui fait 10 mètres, bah, mon angle, vous voyez que mon angle mort change parce que j'ai dit qu'à la limite de visualisation, je voulais être 10 mètres de haut. Donc moi, je me mets plutôt sur du 1 mètre, 1 mètre 50 parce que souvent, ce que je veux voir, et je vais mettre 2 mètres ici parce que ce que je veux voir, c'est un individu à la limite de mon champ. Voilà. Et là, il va adapter l'angle de la caméra et là, il va m'indiquer clairement la zone de détection d'un individu. Et pour afficher l'angle mort, Il est là, quand vous zoomez, il est là, de la partie blanche. Il vous le dit, hein, blink spot, 2 mètres 2. effectivement, 2,20 m. Et on peut effectivement à gauche régler la hauteur d'installation de la caméra, 3 mètres. Et ce qui est intéressant après, hein, une fois que vous avez fait ça, c'est que dans l'outil, alors il faut que j'arrive à, parce que c'est pas mon PC, l'écran un peu petit, mais ici, j'ai défini ma caméra. Une fois que j'ai défini ma caméra, je vais aller dans Device. Je vais dire que j'ai une caméra, cette caméra-là, hop, je vais la configurer et je vais lui mettre un mode d'installation en poteau. Bah, il va me dire, pour la fixer en poteau, il faut cette solution-là, par exemple. Donc là, il va le temps qu'il charge les images. Donc, il me dit les 2 PFA qui vont bien. Une fois que j'ai validé, je peux dire la scène. Est-ce que je suis en H265, en H264, je suis millions de pixels? Est-ce que je fais de l'enregistrement continu ou pas? Une fois que j'ai validé ça, alors attends, avec ton PC, il faut que j'arrive à y aller. Ici, je referme. Donc là, il a pris les options. Je vais dire maintenant, hop, comment je fais pour avec ton PC pour retourner? Ici. Voilà. Ici, je vais dire que je veux un stocker. Donc là, je vois que pour l'instant, je n'ai pas encore de stocker. Je vais ajouter du stockage. Je vais dire que je veux un stocker
avec, hop, elle charge un peu. Là, il charge la base de données. Je veux un stocker avec 8 terrains, que ça soit un 16 voies, avec des ports PoE. Donc là, il va me proposer tous les produits qui correspondent à ces critères-là. Donc moi, je vais prendre un série 5 parce que j'aime beaucoup le série 5. Voilà. Et il me dit, voilà, avec 4 Tera de disque dur et un seul disque dur, je tiens la durée que j'ai demandé. Je vais pouvoir éventuellement ajouter un switch. Si je rajoute un switch type CS ou PFS. Je vais chercher. On va par exemple mettre ce switch-là. Ajouter. Je vais pouvoir ajouter du câble, des RJ45, des baies, ce que je veux. Donc, tiens, je vais prendre ce câble-là. Et après, je vais pouvoir éditer mon rapport directement en PDF avec toutes les informations. Donc, la liste des caméras, des accessoires, le plan d'implantation, la durée d'enregistrement, les accessoires qui ont été préconisés avec et le système plan. C'est-à-dire que là, je vais retrouver mon plan avec les implantations. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage vivement à vous enregistrer sur la plateforme et à jouer un petit peu avec. Encore une fois, ça change des habitudes par rapport à l'ancien logiciel, mais il est beaucoup plus complet. On a rajouté les caméras lecture de plaque, on a rajouté les caméras multicapteurs, les caméras 180 degrés. Donc, non, c'est vraiment sympa comme outil. J'avais essayé il y a un certain temps, mais il a été rajouté, il y a des éléments qui ont Ouais, été et en rajoutés, je actualisant, pense. c'est un produit. Par exemple, on a changé de serveur parce que on commence à avoir trop de personnes connectées dessus, il était trop lent. Donc, Oui, on l'a mis à un sur moment donné, de ça nouveaux serveurs. ramait, et donc du On- coup, ça ouais. me donnait plus envie de l'utiliser. Moi, à une époque, c'est vrai, hein, j'avais râlé parce que justement, je passais 2 heures à implanter 16 caméras parce que le serveur était trop lent. Là, aujourd'hui, quand vous avez. Alors là, c'est pas mon cas parce que je suis pas je suis en Wi-Fi et dans une pièce qui capte pas bien. Mais quand vous avez une bonne connexion Internet, ça se passe plutôt assez rapidement. Ok, mais on peut mettre en plus la page de garde, je crois, avec le logo de l'entreprise pour lui Après, présenter. bien entendu, vous pouvez personnaliser les rapports avec vos données à vous. Je sais plus où on fait ça. Loading, synchro GSP. Donc, voilà, là, je peux télécharger directement en PDF. Il génère le PDF directement. Et vous retrouvez avec un document qui est plutôt propre et qui vient bien compléter votre. Elle s'ouvre pas automatiquement le PDF chez toi. On va être ici. Donc, avec ma caméra, mes supports, mon switch, mon câble. Si je l'exporte en Excel, vous allez directement pouvoir rajouter vous en face vos tarifs et faire votre devis. Allez, bon, toi, Cézanne. C'est moi qui suis pas patient. On retrouve une présentation qui est plutôt propre aussi. Mais là, vous pouvez rajouter les quantités et vous avez juste à rajouter une colonne tarif et faire votre devis pour votre client. Ok, N'hésitez merci. pas, hein, si vous faites quelques essais, n'hésitez pas, nous on est dans la communication, donc s'il y a des choses qui vous plaisent, il faut nous le dire, s'il y a des choses qui vous plaisent pas, qu'on peut modifier, qu'on peut améliorer, il faut nous le dire aussi. On est toujours friand des retours des clients. Ok, on a vos coordonnées à l'issue de la formation? On va vous envoyer un petit email pour vous remercier avec les fiches produits des fixations du dôme et des fixations d'encastrement, et il y aura nos coordonnées en bas. Ouais. Et la présentation aussi La d'aujourd'hui? présentation sera jointe également, oui. Ok. Et il y a éventuellement un programme pour d'autres présentations à venir? On essaye de faire des webinaires régulièrement, on communique sur LinkedIn essentiellement pour l'inscription. Et après, on a des programmes de formation aussi dans nos bureaux à Paris et à Lyon sur des formations certifiantes, si vous voulez. Ok, merci.
Et c'est pareil, si vous avez envie d'un webinaire particulier, je te dis, tiens, il y a un nouveau décodeur qui est sorti chez Dawa, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Est-ce que vous pourriez faire un webinaire? N'hésitez pas à nous envoyer un email, hein. Nous, des fois, on manque d'idées, donc s'il y a des gens qui ont envie de voir des nouveaux produits, qui n'ont pas l'occasion de les voir régulièrement, on fera un webinaire, ça sera avec plaisir. Et les datasheets en français, éventuellement? Alors, datasheets sur le site international sont en anglais. Par contre, on a un site France où vous allez retrouver les fiches produits qu'on a traduites, oui. Et s'il y a une fiche produit que vous avez besoin pour répondre à un appel d'offres et qui n'est pas dispo, pareil, vous nous faites un petit mail. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on arrive à faire des traductions assez rapidement. Merci. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Oui, ce serait pour voir la partie mail, s'il vous plaît. La partie mail du Dôme? Ouais, et la partie IVS avec détection. Enfin, il faut qu'il y ait une détection. En fait, il y a un mail qui part avec la photo. Merci. Alors, en effet, si ici, alors il faut que je dézoome un peu, mais dans les actions après une détection, alors je vais supprimer ça, je vais supprimer ça. Voilà. Il faut que je retourne dans la I, ici. Donc, une fois que j'ai créé ma règle, je fais ma préposition, c'est bon. Tac, tac, tac. Là, je suis paumé, je suis plus où je suis, donc je vais retourner à la base. Tac, suivant. IVS. Supprimer cette règle-là. Ajouter, donc je crée une règle d'intrusion. Donc ici, je ferai ma règle. Ici, dans association d'événements, par défaut, j'ai instantané qui est activé. Donc, c'est-à-dire que si j'ai une carte SD dans ma caméra, la caméra va faire un instantané. Donc ici, je vais ajouter association d'événements. Je vais dire envoyer un email. Donc, envoi d'email activé. Et après, je vais dans le menu réseau. Dans le menu réseau, je pense à renseigner toutes les informations de mon compte email. Et en bas, j'ai mes destinataires. Donc, il suffit d'ajouter un destinataire, ajouter, et ce destinataire-là sera dans la liste de réception des alarmes. Et vu que j'ai coché pièce jointe, j'aurai automatiquement une photo avec l'alarme. Alors, j'ai une dernière question. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir une carte SD? Alors, non, la carte SD, elle sera obligatoire si vous utilisez le dôme tout seul. Parce qu'il faut bien stocker l'image quelque part. Si par contre vous utilisez le dôme raccordé sur un NVR et dans le NVR vous avez un disque dur, bah, c'est le NVR qui va envoyer l'email avec la photo et pas le dôme. Okay. Mais cette possibilité d'envoyer un email sur alarme, on l'a sur tous nos produits, que ce soit sur détection de mouvement, franchissement de ligne. Ce qu'on rajoute aujourd'hui aussi, si on va dans la partie, je ne sais plus si c'est dans la partie réseau qu'ils me l'ont mis. Mais je peux faire du HTTP push. Donc, je peux directement pousser des événements en HTTP. Donc ça, c'est beaucoup de quand on veut faire des communications avec des solutions tierces, et notamment des solutions logicielles, on va directement pouvoir envoyer des informations en HTTP. C'est dans, je ne sais plus dans quel menu c'est. Pour moi, c'est le réseau, mais courriel, UPnP, SNMP, multidiffusion, inscription auto, service de base, LTP, ça c'est pour l'autodétection, c'est bien. Protocole privé, Genetech, où est-ce qu'ils l'ont mis dans celui-ci? Je ne sais plus. Mais ça fait partie des possibilités également. D'autres questions? On peut aussi avoir le retour par SMS, le push par exemple, au lieu de l'avoir par Non, mail. le SMS, alors, par le push, oui, parce que le push, ça, c'est pas un souci, hein. C'est l'application DMSS et je m'abonne aux notifications push de la caméra. Par contre, pas par SMS. Ça voudrait dire qu'on a une carte SIM dans la caméra, ce qui n'est pas le cas. Ok. Et donc, s'il y a un NVR sans carte SD, c'est possible. Ah bah, donc, sans carte SD, à partir du moment où dans le NVR, j'ai un disque dur pour stocker mes images, oui, bien sûr. Ouais. Et si ce même NVR est branché sur un réseau, par exemple, sécurisé, est-ce qu'il y a besoin d'ouvrir des ports pour que la fonction push soit fonctionnelle ou pas?
il faut que le dôme soit accessible de l'extérieur. Donc, il communique vers l'extérieur et qu'il communique éventuellement vers les clouds d'Apple, et ainsi de suite. Donc, oui, il y a forcément des autorisations à donner. Donc, soit vous êtes en P2P, mais aujourd'hui, le P2P avec des réseaux fortement administrés, c'est pas convivial parce que quelqu'un qui administre bien son réseau, il va fermer ses ports en entrée et en sortie. Donc, s'il choisit de fermer ses ports, c'est qu'à un moment, c'est lui qui les programme. Donc, aujourd'hui, oui, soit on fait du VPN, soit on fait de la redirection de port, soit on fait du P2P. Alors après, nous, on a un autre mode qui est aussi l'autoregisteur. C'est-à-dire que c'est la caméra qui s'enregistre dans le stocker et pas le stocker qui enregistre la caméra. C'est un peu différent, mais ça, je pourrais vous l'expliquer plus en détail si on a l'occasion de se voir. Ok. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à la présentation. N'hésitez pas à nous faire un petit retour si vous avez des questions par email. Et nous, on vous envoie un petit email de remerciement avec le PowerPoint, les fiches produits et nos coordonnées. Une dernière question, justement. Alors, Oui. dans les réseaux justement fortement administrés, on préconise l'ouverture de ports. Il y a plutôt des préférences ou? Moi, un réseau fortement administré, c'est un VPN. Donc là, c'est l'administrateur réseau qui fait ce qu'il veut. Et si je fais un VPN, il y a pas réellement d'ouverture de port, en tout cas pas entre nos périphériques, parce qu'on simule un réseau local. Donc c'est Oui, très on sécurisé, dissocie ainsi le de suite. réseau Voilà. standard du Le réseau réseau. public du réseau privé. Et nous, on a l'impression d'être sur un réseau privé, donc on communique directement avec l'adresse IP du réseau privé de la caméra ou du stocker. C'est transparent et ils montent leur VPN sur les ports qu'ils désirent. Donc là, c'est l'idéal. Moi, j'adore ce mode-là. C'est ce qu'il y a de plus sécuritaire, mais c'est ce qu'il y a de plus compliqué à mettre en œuvre. Si on n'est pas informaticien, on ne sait pas forcément administrer un réseau VPN. Donc, aussitôt qu'on est sur de l'adresse IP publique fixe, en effet, on va être sur de la redirection de port. Donc, les ports par défaut applicatifs, c'est toujours les mêmes chez Dawah depuis des années. Hein. On est sur le port 37 777, le port 80 pour la page web, le port 554 pour le flux vidéo en streaming. Donc ça, c'est les ports par défaut. Moi, je recommande toujours de les changer parce que c'est les ports qui sont marqués dans nos modes d'emploi, c'est des ports qui sont connus. Moi, quand je fais une interrogation sur une adresse IP publique et que je ping le port 37 777, s'il répond, je sais qu'il y a 99% de chances que c'est un produit Dawah. Donc, en termes de cybersécurité, c'est pas ce qu'on préconise. Tous les ports sont modifiables. Donc, si celui-ci, vous voulez le mettre sur un autre port, vous pouvez. Autre problématique, si aujourd'hui vous êtes sur des lignes IP fibre type Free, Free a tendance sur les zones fortement denses à partager l'adresse IP publique. C'est-à-dire que l'adresse IP publique elle va être partagée sur 2 ou 4 pavillons, les uns à côté des autres. C'est-à-dire qu'en fait, chaque propriétaire n'a pas l'ensemble des ports. C'est-à-dire que là où normalement on est censé avoir accès sur notre ligne du port 1 au port 65 534, ben on n'a que la moitié, de 1 à 32 000 ou de 1 à 16 000, un quart. Ben à ce moment-là, il faut que je pense à changer mes ports sur des ports qui sont compatibles avec ceux qui sont fournis par mon fournisseur d'accès. Mais là, on rentre vraiment dans l'administration réseau et c'est tout un autre sujet. Peut-être un webinaire prochain. Alors ouais, mais là, si je dois rentrer là-dedans, ça sera un webinaire de 4 heures. Mais ça sera avec plaisir. Ouais, ok. Parce que sur les réseaux aujourd'hui, si on commence à parler VLAN et ainsi de suite, je vous encourage à regarder sur notre site. On a des switches qui sont manageables par le cloud et notamment avec l'application Dolink. Je sais pas, tu as un raccourci là pour Dolink ou pas? On déborde un peu, hein, mais au moins c'est bien. Il y a des questions, j'aime bien moi. Dolink. Dolink, c'est une passerelle. Hein, vous pouvez vous inscrire, c'est pareil, c'est gratuit. C'est gratuit. Vous allez pouvoir gérer jusqu'à 256 appareils de vos clients. Moi, je vais me connecter à mon compte. Attends, majuscule. Moi, je me connecte à mon interface de gestion. Dans mon interface de gestion, je vais retrouver les sites de mes différents clients. Quand ça va vouloir s'afficher, tu as beaucoup de pages vertes, c'est pour ça aussi. Mais ici, donc, je vais avoir mes sites.
Donc moi aujourd'hui, pour l'instant, j'ai que 2 sites. J'ai le site du bureau et ma maison. Dans ma maison, je vois que j'ai une erreur. J'ai une erreur sur mon stocker, j'ai une erreur sur ma centrale d'alarme. Donc si, hop, je vais sur le détail, je vais voir que ma centrale, next, next. Donc je peux savoir d'où sont les erreurs, ainsi de suite. Ici, on voit topologie. Moi, vu que j'ai un switch manageable cloud, bah, je suis capable ici de voir la topologie de mon réseau. Donc on voit que chez moi, j'ai un switch 28 ports qui est connecté sur un petit switch 4 ports et qui est connecté à ma caméra. Et que mon switch 28 ports, il a mon stocker. Et j'ai d'autres caméras, mais je n'ai pas encore mis dans ma topologie. Donc je peux administrer. Là, si je clique sur mon switch, je suis capable de voir si j'ai un VLAN de configuré ou pas, si j'ai des liens d'agrégation. Je peux aller en configuration et je vais pouvoir voir redémarrer mon switch, et ainsi de suite. Je vais pouvoir aller ici sur la page de mon switch et je vais voir les puissances PoE qui sont utilisées. Je vais voir les liens qui sont utilisés, s'ils sont saturés ou pas. Je vais pouvoir activer, désactiver le PoE et ainsi de suite. Donc voilà, aussitôt qu'on met des switches comme ça administrables à distance, bah, pour vous, c'est pratique parce que vous pouvez redémarrer une caméra, vous pouvez modifier vos paramètres tout à distance. Et ce côté topologie, hein, là, normalement, j'ai une caméra qui va regarder le plafond. Mais là, si je suis sur ma caméra, je pourrais faire Live View. Et normalement, je vais récupérer mon image. Ça veut bien se charger. Non, j'ai pas mis le plugin, ok. Donc, il faudrait que j'installe le Et c'est plugin. valable Voilà. que lorsqu'on a des switches d'AUA ou c'est valable pour d'autres Non, switches? ça, c'est valable uniquement avec des switches DAWA et uniquement avec les switches qui sont manageables dans le cloud. Donc, c'est une gamme de switches bien spécifique. D'accord. Et Dolink, donc du coup, c'est si on a d'autres switches, ça Vous marche. vous inscrire, vous avez le droit à 256 appareils gratuits. Et, mais ouais, hein, ça va vous permettre de gérer. Nous, ce qu'on aime bien, c'est la convergence. C'est-à-dire que aujourd'hui, qui achète des centrales d'alarme DAWA? C'est des gens qui ont des stockers DAWA. Et pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils veulent une seule application. Bah, moi, quand je vais sur ma centrale d'alarme, ici, donc, j'aurais réglé ma plage horaire et compagnie. Si je vais en configuration, je vais voir mes différentes zones, armées ou pas armées. Je vais voir les cartes de mes utilisateurs. Qui a le droit à une carte, qui a le droit de faire, quelle zone il a le droit. Je vais pouvoir faire un cliché si j'ai ma Peercam. Elle est où ma Peercam? Elle est là. Hop, je vais pouvoir demander un cliché manuel de vérification. Manuel test, snapshot test. Donc, je vais vraiment pouvoir administrer mon alarme. Donc, moi, je reçois une notification comme quoi quelqu'un a fait une demande de cliché, ce qui est normal. Ça peut permettre à faire de la maintenance à distance chez les clients? C'est tout à fait ça. Regardez. Alors, je vais finir le snapshot. Mais un truc qui est tout bête, hein. Quand vous avez des stockers en P2P, c'est toujours compliqué d'avoir accès à la page web en P2P. Donc là, le temps qu'il charge la photo, bon, on s'en moque. Hop. Si je retourne sur mon site, ici, j'ai mon stocker. Je vais avoir accès à la page web du stocker. Je vais ici dans Settings. Je fais Web Management. C'est le site qui va créer un tunnel directement entre mon PC et mon stocker. Et il va faire un auto-login sur le stocker. Je n'ai même pas besoin de connaître le mot de passe administrateur parce qu'il est déjà renseigné dans mon Dolink. Regardez ce qui va se passer. Hop, auto-connexion. Et j'arrive directement sur mon stocker. Tout ça En sans administration. redirection de port si c'était un particulier, par exemple, hein. Juste en P2P. J'ai une redirection de port. Ici, j'ai des redirections de port, mais je passe par le P2P, donc c'est des ports sortants. Voilà. Voilà. Donc si c'est P2P, effectivement, il n'y a pas besoin de redirection de port. Non. Et ça passe vraiment par le cloud, donc uniquement par le P2P. Je ne peux pas mettre dans cette interface de Link un produit par son adresse IP. Il faut automatiquement activer le cloud. Mais c'est un vrai outil de maintenance, hein. Comme je dis, hein, c'est quelque chose qui va être sujet à abonnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'offre gratuite, c'est 256 périphériques. On va avoir un plancher à 512, un plancher à 1024 et un plancher sur mesure pour les clients qui ont plus. Le plancher à 1024, il sera à 49,90 € par mensuel. 49,90 €, si je demandais ça à tous les clients pour chacun de leurs stockers, ça serait cher. Là, c'est vendu à un intégrateur qui gère son parc. Si l'intégrateur, ça lui évite un déplacement à 70 bornes de chez lui, il a déjà rentabilisé ses 49 € du mois. Ne serait-ce qu'en évitant un déplacement. Parce qu'à distance, il va pouvoir formater ses disques durs. Il va avoir les remontées en temps réel des erreurs. Donc, il va pouvoir appeler son client et dire « Ah, j'ai vu qu'il y avait un disque dur qui était en panne, je passe demain, vous le remplacez. » Donc, il va avoir toute cette maintenance proactive qui va être très intéressante et valorisable. Ok. Est-ce que le Dolink est accessible si on a juste un NVR sans passer par de switch d'AUA ou
Oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut automatiquement un switch avant? Non, 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 là, pour avoir accès à la page web du stocker, là, je me suis mis directement, j'ai été appelé mon stocker. Ok, Et c'est on mon n'est pas stocker où besoin j'ai accès. de Il n'y a pas besoin l'architecte. d'avoir le switch. Voilà. Il n'y a pas J'ai besoin besoin des d'avoir un switches manageables pour pouvoir faire ça. Pour pouvoir afficher ma topologie, j'ai besoin d'avoir des switches manageables de Link. Mais pour la maintenance de ma centrale d'alarme, pour la gestion de mon stocker, pour l'accès à la page web de ma caméra, j'ai juste besoin de les ajouter dans mon interface, mais j'ai pas besoin d'avoir les switches manageables. Ok, donc ça évite d'utiliser l'appli AnyDesk qu'on installait avant sur le C'est PC du ça. client. Et puis, Ouais. Mm. Et là, j'ai détaillé. Mais du coup, quand je me mets dessus, j'ai l'adresse IP de la caméra, son modèle exact, son numéro de série, sa version de firmware. Donc, j'ai toutes les informations qui me vont bien pour faire ma maintenance, hein. Vous savez très bien qu'à chaque coup que vous nous appelez, on vous dit c'est quoi ton produit, c'est quoi ta référence, c'est quoi ton firmware. C'est les premières questions qu'on pose en support technique. Voilà, vous avez déjà tout sous la main. ouais, je connaissais pas du tout. Mm. On fera certainement un prochain webinaire sur Donlink parce que c'est vraiment un bon outil aussi, ça. Donc je vais l'installer, puis Voilà, du coup faire remonter tous les NVR que j'ai installés chez mes clients et je peux c'est ça. Mm. me connecter chez eux et faire des réglages. Je peux faire Ouais, une mise à jour du NVR par exemple à travers Dolink ou pas? bien sûr. Ici, quand je suis sur mon NVR, hop, je retourne sur ma maison. Hop, je retourne sur mes devices. Quand je suis sur mon NVR, il va auto-checker. Allez. Et le client doit valider l'accès ou quelque chose? Il a un Oui, message ou quelque ouais, ça chose? c'est pareil, c'est pour bien respecter les règles RGPD et compagnie. RGPD. Le client, vous achetez du matériel, vous le mettez dans votre Dolink. Une fois que vous avez paramétré, ce qu'on appelle, vous les livrez à votre client. Donc l'avantage, c'est que vous avez juste à rentrer l'adresse email de votre client avec lequel il a créé son compte DMSS et l'appareil va être automatiquement ajouté à son DMSS. Une fois que c'est ajouté à son DMSS, c'est lui qui choisit ou non de vous le partager. On prend un exemple, hein. Aujourd'hui, il travaille avec vous, il vous partage l'appareil. Demain, il veut plus travailler avec vous, bah, il vous supprime le droit. Au moins, il a visibilité sur ce qu'il donne, à qui il donne accès, n'importe comment. Aujourd'hui, on est tous pareils. Dans nos téléphones, on a 20 sites de nos clients. Nos clients ne sont pas forcément au courant qu'on a accès à leurs vidéos et ils ne seraient pas tous d'accord. Là, au moins, ça permet d'être clair. Le client, il sait si je me connecte, il le voit. S'il veut me retirer l'accès, il le peut. C'est à partir du moment où c'est lui qui a financé, c'est lui qui a les droits dessus. Ok. Voilà, oui, ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire. S'il n'y a plus de questions sur la partie de la caméra SD4A, on va vous abandonner, vous souhaiter une bonne journée, vous dire à très bientôt, et puis n'hésitez pas à nous faire des remontées par les réseaux sociaux ou par email sur des questions éventuelles, sur des sujets de webinaire prochains. On est à votre écoute. Je vous remercie de votre présence, et puis à très bientôt. Merci Merci. beaucoup.